Léonard s'intéresse à la musique dès son plus jeune âge. Il pratique un instrument de musique proche du violon qui s'appelle l'ira da braccio et chantait à ce qu'il paraît divinement bien. Malheureusement, on ne le saura jamais, tout comme on ne saura jamais s'il a composé de la musique. En effet, on n'a jamais retrouvé de partition ou de composition complète. En revanche, on peut lire sur certains de ses codex, certains de ses manuscrits, notamment le Codex Atlanticus, des portées dispersées çà et là entre les pages. À défaut de la composition musicale, on sait que Léonard a créé des spectacles avec des effets spéciaux assez impressionnants. Il a d'ailleurs été mandaté par le duc de Milan pour créer un spectacle à l'occasion des noces de Gian Galeazzo Sforza et Isabelle d'Aragon. Dans ce spectacle, on retrouve un cheval sorti des entrailles de l'enfer qui crache des flammes par ses naseaux. Le tout sur une musique absolument endiablée. Mais là encore, on ne saura jamais si c'est Léonard qui était à l'origine de cette musique. L'autre aspect qui l'intéressait au niveau de la musique était la construction des instruments. Il s'est amusé à créer son propre instrument appelé la viola organista, un mélange entre un clavecin, une vielle à roue et une viole. Cet instrument avait l'avantage d'avoir la forme et l'utilisation d'un piano ou d'un clavecin, c'est-à-dire qu'on appuyait sur des touches pour le faire fonctionner. Mais le son produit était plus proche du violon vu que les cordes à l'intérieur de la viola étaient frottées. Cet instrument a intéressé de très nombreux musiciens au fil du temps et l'un d'eux en particulier, un musicien et facteur d'instruments polonais, M. Czubzyski, a recréé la viola organista de nos jours après des années de travail et d'études. Et grâce à lui, aujourd'hui, 500 ans après la mort de Léonard, on peut enfin entendre le son qu'il avait imaginé de son vivant. Les autres aspects de la musique qui intéressaient Leonardo touchaient la perspective du son, mais également la théorie de la musique avec la question de l'harmonie. Il en parle d'ailleurs dans un traité sur la peinture. Donc pour lui, ces deux sujets étaient effectivement très liés. Et finalement, Léonard s'intéresse à l'instrument que chaque homme porte en lui, même s'il n'en est pas conscient, à savoir sa voix. Leonardo est un homme de la Renaissance. Il est né en plein bouillonnement autour de la découverte de la perspective. En effet, en 1415, Filippo Brunelleschi fait les premiers essais purement pratiques où il essaie de représenter la réalité, notamment sur la place du Dôme à Florence et sur la place de la Seigneurie. En 1426, Masaccio fait le premier tableau où il essaie d'appliquer les règles de la perspective données par Brunelleschi et où on voit apparaître un point de fuite. En 1435, Leon Battista Alberti écrit un traité très théorique sur la perspective. Ce traité a sans doute été lu par Léonard de Vinci, qui était en contact avec Alberti durant son apprentissage. Et en 1475, Piero della Francesca a écrit un traité sur la peinture, cette fois-ci un traité très pratique, qui était devenu un best-seller dans les ateliers de la Renaissance et que Léonard de Vinci a sans doute lu. À cette époque, on voit aussi apparaître des dispositifs comme celui qu'on présente ici. C'est ce qu'on appelle un perspectographe. C'est un dispositif qui permet d'aider le peintre à dessiner en perspective. En effet, on avait compris déjà depuis Brunelleschi et en fait depuis l'Antiquité qu'il y avait un rayon qui partait d'un point de l'objet et qui arrivait à l'œil. Alors, certains pensaient que ça partait de l'œil et que ça allait sur l'objet et d'autres de l'objet vers l'œil. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y avait cette notion de rayon rectiligne. Et donc, on avait compris que dessiner un tableau en perspective, ce n'était rien d'autre que faire une projection de l'objet sur un plan qui est situé entre l'objet et l'œil de l'observateur. Et donc, les peintres avaient des dispositifs semblables à celui-ci, qui n'est rien d'autre qu'une reproduction du perspectographe dessiné par Léonard de Vinci dans un de ses codex. On a ici un autre exemple de perspectographe dû à Dürer, qui est venu un petit peu après Léonard de Vinci. Cette gravure est de 1525 et où on voit vraiment matérialiser ce rayon qui part d'un clou dans le mur, l'œil de l'observateur, et qui va jusqu'à l'objet et qui traverse un petit portillon où un assistant marque le passage de la corde avant de refermer le portillon pour pouvoir placer le point sur la peinture. C'est sans doute justement avec l'aide d'un perspectographe que Léonard de Vinci a fait les dessins préparatoires pour le manuscrit que nous avons ici.
Ceci est une copie du manuscrit conservé à la Bibliothèque de Genève De Divina Proportione, écrit par Luca Pacioli, un moine franciscain. Alors, Luca Pacioli a rencontré Léonard de Vinci à la cour du duc de Milan, Ludovico il Moro, en 1496. Ils se sont liés d'une très forte amitié et c'est Luca Pacioli qui a initié Léonard de Vinci aux mathématiques. Alors, ce livre traite de la divine proportion, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le nombre d'or, mais surtout de la construction des 5 polyèdres réguliers ou polyèdres platoniciens, que sont le tétraèdre, 4 faces en forme de triangle, le cube, le dodécaèdre, 12 faces en forme de pentagone, et c'est là, pour construire un pentagone, qu'on a besoin de la divine proportion, l'octaèdre, 8 faces en forme de triangle, et l'icosaèdre, 20 faces en forme de triangle. Alors dans ce manuscrit, Luca Pacioli écrit dans l'introduction qu'il est agrémenté de 60 images, comme sait si bien les faire en perspective Léonard de Vinci. Alors il est fort probable que Léonard de Vinci lui-même n'ait pas dessiné les figures qui sont dans ce manuscrit, mais il en a sans doute fait les dessins préparatoires. En effet, dans un de ces manuscrits, le Codex Atlanticus, on retrouve une des images qui sont dans le manuscrit. Cette image a sans doute été copiée par un scribe, tout comme le manuscrit a été copié proprement et n'est pas de la main de Luca Pacioli lui-même. Alors dans le domaine de l'astronomie, Leonardo n'a pas laissé des contributions très marquantes. Il ne s'est pas simplement intéressé à la nature du Soleil et de la Lune, mais avec des connaissances rudimentaires de l'époque qui ne sont pas utilisables en fait actuellement. En revanche, il a réussi à résoudre l'énigme de la lumière cendrée de la Lune. La lumière cendrée, qu'est-ce que c'est? Quand la Lune est en fin croissant, on voit ce croissant très lumineux. Et la partie sombre, qui devrait être noire en principe, n'est pas noire, elle est gris cendré, légèrement lumineuse. Et en fait, personne ne pouvait savoir quelle était la nature de cette lumière avant que Leonardo y penche son regard d'artiste qui permettait de s'intéresser au jeu d'ombre et de lumière, et aussi son œil d'ingénieur qui connaissait la géométrie et qui a réussi à mettre le tout ensemble pour résoudre cette énigme. Et en fait, ce qu'il a compris, c'est que la lumière cendrée, c'est en fait la lumière du Soleil qui se reflète contre la Terre et qui vient ensuite se projeter sur la face sombre de la Lune. Donc en fait, c'est une sorte de clair de terre qu'on observe sur la Lune. Ce qui est intéressant, c'est que cette contribution 500 ans plus tard permet d'aller chercher de la vie sur les exoplanètes. Les exoplanètes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil. Donc dans des systèmes très lointains, on n'arrive pas forcément à observer la planète directement, mais on peut observer son atmosphère noyée dans celle de l'étoile. Il fallait évidemment trouver quel genre de marqueur la vie laisse dans l'atmosphère d'une planète. Et la seule planète qu'on a où la vie s'est développée, où on le sait, c'est la Terre. Donc il fallait trouver un moyen d'observer la Terre comme si c'était une exoplanète. Et pour ça, on a fait appel à cette connaissance que Leonardo nous avait apportée, en se disant, ben voilà, si on observe la lumière cendrée de la Lune, c'est en fait la lumière de la Terre, mais comme si on l'observait de loin. Et on a pu comme ça étudier la lumière qui nous revenait de la Lune, et déterminer quels étaient les marqueurs qui signaient la présence de vie sur Terre. Ça a valu des gros titres dans les journaux où on annonçait que les astronomes européens avaient découvert la vie sur Terre, ce que je trouve assez amusant. Et en fait, c'était un progrès assez marquant pour pouvoir commencer à chercher la vie dans les atmosphères des exoplanètes, parce que maintenant on sait quel genre de marqueurs on peut aller chercher dans les atmosphères, évidemment en admettant que la vie qui se développe ailleurs soit la même que sur Terre. Ça c'est un pari, peut-être faux, mais qu'il faut bien commencer quelque part. Et dans ce cas-là, ben voilà, grâce à Léonard, on va peut-être pouvoir détecter de la vie ailleurs. Léonard aimait beaucoup se promener dans la nature et surtout en montagne. D'abord dans les Apennins lorsqu'il était à Florence, puis dans les Alpes lorsqu'il était à Milan. Il a notamment fait l'ascension du Mont Rose. Et lors de ses promenades, il trouvait des cailloux un peu étranges qui avaient des formes de coquillages ou de colimaçons qui le faisaient aussi penser à des coquillages, comme dans cette vitrine. Il s'est interrogé sur la provenance de ces rochers et s'est dit que ça devait quand même être des animaux marins,
des coquillages, qui s'étaient transformés en pierre, mais on avait une explication. L'Église était vraiment dominante sur la pensée de l'époque, et on pensait que le déluge avait eu lieu. Alors, l'explication des fossiles à la montagne serait la suivante. L'eau est montée par le déluge, a recouvert les montagnes, les animaux marins se sont déposés sur les montagnes, et lorsque l'eau s'est retirée, les cadavres sont restés à la montagne. Sauf que Léonard de Vinci, lorsqu'il trouvait ces rochers particuliers, il les trouvait à différentes couches de la Terre. Donc il s'est dit, il doit y avoir un problème avec cette théorie. Soit il y a eu plusieurs déluges, soit l'histoire du déluge ne tient pas vraiment la route. Lors de ses observations, il a aussi eu l'intuition du phénomène d'érosion et il a compris que l'eau était la force principale de la nature, celle qui sculptait vraiment le paysage. Et cette grande compréhension lui a permis de réaliser des paysages vraiment réalistes sur l'arrière de ses tableaux, tellement réalistes qu'on essaye toujours de les retrouver, mais ils sont sans doute sortis de son imagination. Léonard de Vinci a aussi participé à des campagnes de cartographie dans des buts guerriers par les différents mandats des seigneurs qu'il avait engagés. Et il a aussi fait des études d'hydrologie, donc il a observé le cours des rivières, notamment celui de l'Arno. En effet, Florence avait idée de faire un canal pour assécher la ville de Pise, sa rivale. Et Léonard a proposé un projet, mais il a vite compris lui-même qu'une idée de canal pour canaliser une rivière était peut-être pas une très bonne idée, parce que les crues, notamment, auraient été compliquées à gérer. La Fondation Martin Bodmer nous a prêté 4 fac-similés à l'occasion de l'exposition. Un fac-similé est une copie d'un manuscrit original recréé à l'identique. Nous avons donc ici le Codex Madrid qui est en 2 parties, le Codex sur le vol des oiseaux et le manuscrit C. Le Codex Madrid est ce qui pourrait s'apparenter pour nous aujourd'hui à un cahier de notes dans lequel on noterait des idées, des pensées très rapidement. Léonard, lui, il notait ses idées, mais également sa liste de courses. Il y faisait apparaître des calculs, des dessins, parfois très détaillés, parfois beaucoup plus brouillons. C'était un vrai pêle-mêle. Le codex sur le vol des oiseaux est un petit peu différent. Le sujet est dans le titre, donc il y traite du vol des oiseaux, il s'intéresse à la forme des ailes, à l'anatomie des oiseaux, tout ça dans le but de recréer ces machines volantes. Il avait dans l'idée de faire une publication en 4 volumes de ce codex, ce qu'il n'a jamais terminé étant donné que Léonard était un procrastinateur vraiment assidu. Le dernier codex est le manuscrit C. On y retrouve une étude sur les ombres et les lumières, un sujet que Léonard avait vraiment à cœur puisqu'il pouvait l'utiliser pour la peinture. Il faisait des expériences en plaçant un objet et plusieurs sources lumineuses et tentait de comprendre de quelle manière les ombres réagissaient. Ces manuscrits ont un point commun, c'est simplement que Léonard y écrivait en écriture spéculaire. Nous écrivons de gauche à droite. Dans ces manuscrits, Léonard écrivait de droite à gauche. On ne sait pas vraiment pourquoi il écrivait de la sorte. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses. La plus connue est que Léonard était gaucher. Donc, pour une question de propreté et de lisibilité, il écrivait de droite à gauche parce que c'était plus simple pour lui. D'autres théories disent qu'il avait peur qu'on puisse déchiffrer ce qu'il écrivait et donc il avait mis ça en place comme une espèce de code secret déchiffrable uniquement avec un miroir. Malheureusement, 500 ans après, on ne sait toujours pas et on ne le saura sans doute jamais. Léonard était convaincu que le corps humain reflétait les proportions idéales, reflet de l'harmonie de l'univers. Et donc il a étudié les proportions du corps humain et il les a illustrées dans son célèbre dessin de l'homme de Vitruve, où il a illustré les proportions selon les données qu'il a trouvées dans le livre de Vitruve, architecte romain, qui venait d'être redécouvert à la Renaissance. Mais il a poussé ses investigations plus loin, parce que dans ces tableaux, il voulait donner l'impression de mouvement. Par exemple, ici, avec son Saint Jean-Baptiste, on a vraiment l'impression que Saint Jean-Baptiste amorce le mouvement de montrer vers le haut. Pour bien comprendre le mouvement, Léonard s'est alors lancé dans des autopsies. Cette pratique n'était pas vraiment tolérée par l'Église, mais il faisait ça en cachette. Et il a développé une réelle compréhension de l'anatomie humaine et en particulier de ses muscles.
Il a notamment compris qu'un muscle ne peut que tirer et jamais pousser. Par exemple, lorsque vous pliez le bras, ce muscle tire l'avant-bras à lui. Et lorsqu'on veut redresser le bras, c'est un autre muscle qui va tirer pour redresser le bras, parce que ce muscle-là ne peut pas repousser l'avant-bras en arrière. Et ce n'est que bien des années plus tard, lorsqu'on a pu regarder les cellules musculaires au microscope, que l'on a vraiment vu dans la structure de la cellule que celle-ci ne peut que se réduire en longueur et jamais s'allonger, et que donc le muscle ne peut que tirer et jamais pousser.